Ok, donc on va commencer. Donc bienvenue à ma présentation sur Play 2 et le temps réel. Donc juste pour remettre un petit peu, pour expliquer un peu la démarche de cette présentation, je ne vais pas vous expliquer comment est-ce qu'il faut faire du temps réel, quelle est la meilleure manière de le faire. Je vais juste vous expliquer comment moi je l'ai utilisé pour faire des petits tests, pour voir de quoi sont capables les nouvelles API temps réel disponibles dans HTML5. Donc, je m'appelle Mathieu Ancelin, je suis ingénieur d'études à Cerly. Donc, majoritairement, je fais du Java, je fais du web, je contribue à pas mal de projets open source. Donc, je contribue majoritairement, dernièrement, j'ai contribué au projet JBoss Weld. Je fais également partie de l'équipe du Poitou-Charentes Jug et je suis membre de l'expert groupe CDI 1.1 et de l'expert groupe OSGI Enterprise pour l'intégration de CDI dans OSGI. Et si vous tweetez, vous pouvez me suivre sur @TrevorResnick si ça vous intéresse. Donc un petit mot sur la société dans laquelle je travaille. Donc je travaille chez Cerly. Donc c'est une société de conseil d'ingénierie du SI. On est basé à Poitiers, à côté du Futuroscope. On est une petite boîte de 65 personnes. Et un des points particuliers de Cerly, c'est de contribuer environ 10% de sa force de travail sur des projets open source. Donc typiquement, les projets auxquels on contribue assez souvent, c'est Glassfish, Ceylon, Weld, et on parle à pas mal de conférences sur ce qu'on fait autour de tout ça. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Play 2 et le temps réel. Donc est-ce que tout le monde vous connaît Play 2 ? Play 2, tout le monde a entendu parler, ça va ? Ok, donc pour ceux qui ne savent pas forcément, Play 2 c'est un framework web pour la JVM qui, donc dans la version 2 et pas dans la version 1, possède une API en Scala et une API en Java. Donc la version 2 est assez différente de la version 1, et, parce qu'en fait elle a été construite pour faire du web temps réel. En fait, elle a vraiment été construite autour de ça, donc en gros toutes les API sont conçues pour être asynchrones, non bloquantes, etc. pour gérer très très finement les jobs bloquants potentiels, etc. Donc on a vraiment des API faites pour faire du temps réel. Du coup, histoire de pouvoir utiliser assez simplement toutes les nouvelles fonctionnalités temps réel que les applications, enfin les nouvelles spécifications HTML5 telles que WebSocket ou Server Sent Event fournissent, il y a une nouvelle API qui s'appelle l'API des iteratis qui a été introduite dans la version 2 de Play. Donc pour l'instant, cette API, elle n'est disponible qu'en Scala, mais j'ai cru entendre dans une interview que peut-être il y aurait une version Java qui verrait le jour et qui utiliserait les lambda Java 8. Alors, à confirmer avec les gens de Zenexity, mais pour l'instant, on peut faire ça qu'en Scala. Donc la question que vous vous posez sûrement, c'est mais bon sang, qu'est-ce que c'est que les iteratis? Enfin, c'est un mot qu'on ne voit pas forcément souvent. Donc la première fois que je l'ai entendu, c'était à Devoxx en 2011. Donc la première fois que le framework Play a été présenté un peu au grand jour. Et en cherchant sur Google ce que c'était un iterati, on ne trouvait pas grand-chose. On avait quelques petits bouts de code en Haskell. On ne voyait pas trop forcément à quoi ça sert. Donc en gros, les iteratis, c'est une API de traitement et de manipulation de flux de données. En gros, c'est une modélisation fonctionnelle de producteurs, transformateurs et consommateurs de flux de données. Donc ça ressemble vachement à ce qu'on a pu faire quand on était à la fac ou autre. On a un producteur, on a un consommateur, etc. etc. Donc l'idée, c'est qu'on va avoir ces composants-là qu'on va pouvoir ordonner sous forme de pipeline pour traiter des données au fur et à mesure qu'elles arrivent. Donc ce modèle de traitement, il est commun à n'importe quel flux de données et surtout il n'est pas du tout spécifique à des fonctionnalités de temps réel web ou à des I/O ou à quoi que ce soit. C'est une API vraiment à part qui est construite à côté de Play 2. Et ensuite, dans les faits, Play 2 utilise les iteratis pour arriver à faire du web temps réel. Donc on va voir un petit peu ce que sont les iteratis. Donc en fait, dans les iteratis, il y a 3 composants essentiels. Donc le premier, c'est l'énumérateur. Donc l'énumérateur, c'est un truc, c'est assez simple. Il va avoir un tas de données, donc un flux de données, et puis il va prendre des morceaux de données, et puis il va les envoyer à qui veut bien les consommer.
Donc en gros, à chaque fois qu'il envoie un bloc de données, il attend que quelqu'un lui dise bah, c'est bon, tu peux continuer. Donc si on lui dit ça, il continue. Et puis s'il n'a plus de données à envoyer, il ne fait plus rien, il attend, il attend qu'il y en ait d'autres. Et puis quand il a fini d'énumérer ces données, il envoie un message pour dire c'est bon, j'ai fini, j'ai plus rien à t'envoyer. Donc ça, c'est l'énumérateur. Ensuite, on a l'iteratie. Donc un iteratie, c'est un consommateur. Donc l'énumérateur, c'est un producteur de données, et l'iteratie, c'est un consommateur de données. Donc ici, on a ce gars-là, c'est un consommateur de blocs pour fabriquer une colonne. Donc ça veut dire qu'un iteratie, en fait, ce qu'il peut faire, c'est prendre des morceaux de données. Donc il consomme plein de morceaux de données au fur et à mesure qu'ils arrivent. Et une fois que l'énumérateur a fini de streamer toutes ces données, l'iteratie va être capable de fabriquer quelque chose avec tout ce qu'il a consommé. Donc il peut soit fabriquer rien du tout, soit il peut fabriquer quelque chose. Donc potentiellement, on pourrait avoir un énumérateur qui envoie des int, des séries d'int, comme ça. Et à la fin de son énumération, l'iteratie qui l'a consommé va pouvoir, par exemple, faire la somme de tous les entiers qui ont été reçus et puis le renvoyer à celui qui l'appelle. Et enfin, on a le dernier composant, c'est l'énumératie. Donc l'énumératie, c'est un transformateur de données en fait. C'est à la fois un énumérateur et à la fois un itératie. Il va consommer les données d'un énumérateur, les transformer au fur et à mesure et les renvoyer à un itératie ou un autre énumératie. Donc là, typiquement, le gars, il prend un bloc de pierre, il le retourne et puis il renvoie. Donc typiquement, quand on va vouloir utiliser l'API des itératies dans Play, on va pouvoir fabriquer des pipelines de données comme ça. Donc là, par exemple, on a Asterix qui va énumérer des blocs de pierre, et puis il y a Obélix qui va construire une pyramide avec. Et comme elles ne sont pas dans le bon sens, on va rajouter dans le pipeline de données, on va rajouter un énumératie qui va transformer la donnée au fur et à mesure pour remettre la pierre dans le bon sens, pour qu'on puisse construire une pyramide. Et puis, si on a on a autre chose à faire, mais on peut rajouter d'autres énumératies entre les deux. Donc là, on pourrait faire un énumératie qui bufferise les données, ou on pourrait faire un énumératie qui filtre les données, il dégage certaines données, il renvoie certaines données, etc. Et donc, en fait, avec cette API, à la fin, votre application dans Play 2, elle ressemble un petit peu à ça. C'est un gros pipeline de données qui va, suivant les cas fonctionnels, va filtrer les données, transformer les données, va les distribuer à qui a le droit de les consommer, etc., etc. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc les itératies, malgré les termes un peu barbares, on va dire, c'est quelque chose d'assez simple. C'est de la production, transformation, consommation de données. Tout bêtement. Donc au niveau utilisation, au-delà du web temps réel, donc tout ce qui est mise à jour, on poussait des données depuis le serveur vers le client pour mettre à jour l'UI ou des choses comme ça. Et il y a pas mal de choses possibles. Donc typiquement, on peut streamer des données. Il y a des gars de chez Zenexity qui ont fait une petite application qui s'appelle Sound et qui, en fait, ça génère du son à la volée et ça l'envoie à une balise audio donc pour jouer dans le navigateur. Et donc, ils ont fait un petit synthétiseur en web et puis le son est streamé en live depuis le serveur vers le client. On peut imaginer aussi faire des choses comme ce qu'a fait Cloud. Donc, Cloud a publié un article ça devait être en janvier, je crois, donc sur comment ils utilisent les itératifs Play 2 pour consommer leur web service. Et donc, ils ont fait en fait un énumérateur qui consomme leur web service. Et comme leurs web services sont paginés, mais en fait, l'énumérateur, tant qu'il y a des données qui sont potentiellement paginées, il va appeler des web services avec des ranges différents jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de données. Donc, c'est une utilisation possible de l'API des itératifs sans que ce soit lié à du temps réel ou quoi que ce soit comme ça. Il y a aussi les gars de Zenexity qui ont fait un truc qui s'appelle Playcli, qui permet de simuler des pipes Unix entre des process lancés depuis votre application Play. Donc ça peut être assez sympa pour transformer de la vidéo à la volée et puis la broadcaster au fur et à mesure qu'elle est transcodée. Et en gros, quand on voit ça, en réfléchissant un petit peu, on peut se dire qu'il y a plein de choses qu'on fait actuellement qu'on pourrait transformer sous forme d'un pipeline d'énumérateurs et d'itératifs. Et donc on peut se dire qu'on pourrait faire un peu ce qu'on veut avec tout ça. Donc on va voir un petit cas, une petite mise en pratique. Donc dans HTML5, il y a un truc qui est apparu qui s'appelle le Server Sent Event. Donc en gros, l'idée c'est de faire du push serveur. Donc le serveur va pousser des données au fur et à mesure vers le client et le client va pouvoir faire ce qu'il a à faire avec. Donc le format c'est super simple. On a une API JavaScript qui se connecte au serveur. C'est une connexion HTTP persistante.
Et ensuite, le serveur va streamer des données au fur et à mesure dans cette connexion. Et le format de ces données, c'est data, les données en question et 2 solides lignes. Donc, dans le genre, c'est pas très compliqué. Donc, on va voir comment, sans API spécifique, on va pouvoir faire ça avec Play2. Donc, voici un contrôleur Play2. Donc, tout le monde voit bien, c'est pas trop bas. Alors, en même temps, je pense pas que je puisse faire grand-chose. Donc, en gros, c'est une méthode de contrôleur. Donc, ça veut dire que cette méthode va être appelée quand une connexion HTTP va arriver sur une URL spécifique. Donc, oui, je suis désolé, c'est du Scala. Donc, j'espère que j'ai pas trop blessé vos yeux. Mais juste pour vous faire une idée, en Java, ça donnerait quelque chose comme ça. Donc, si on fait le distinctif, c'est pas forcément bien violent. Hein. On voit bien que le Scala, hein, c'est pas si compliqué que ça. Et je veux pas lancer un troll, mais franchement, c'est pas si compliqué que ça. Donc voilà, donc on a notre contrôleur ici. Et en gros, ce contrôleur, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un contrôleur qui va prendre un paramètre HTTP qui va s'appeler role et qui va retourner un HTTP 200. Et là, vous voyez, le feed ici, ça veut dire qu'en fait, on va renvoyer une réponse HTTP avec une taille de -1. Donc en fait, c'est un truc qui est voulu par l'aspect server-sent-event pour dire qu'on va streamer quelque chose. Et ensuite, on lui donne le MIME-type text event stream pour dire, ben voilà, c'est du SSE. Donc voilà. Et comme de par hasard, ben, cette API, en paramètre, elle prend un énumérateur de données. Donc c'est plutôt pratique pour nous. Donc mettons qu'on ait un énumérateur de données. Donc qu'est-ce qu'il énumère? Ben, où est-ce qu'il va chercher ces données? On s'en fout un petit peu. Hein. On peut, je sais pas, poller une base de données, on peut consommer des web services. Un timer qui envoie des données toutes les n secondes, je ne sais pas ce que ça peut être, c'est un énumérateur et il envoie des données. Donc pour pouvoir l'utiliser dans notre contrôleur, ben on a juste à passer l'énumérateur dans le OK.feed et a priori ça devrait fonctionner. Sauf que là, a priori, on ne respecte pas le format du server-sent-event. Donc pour respecter le format, ben qu'est-ce qu'on va utiliser pour transformer data en... le type data en une donnée valide server-sent-event, ben on va utiliser un iteraty. Donc on va définir un iteraty comme ça. Donc c'est un iteraty qui prend en entrée le type data et qui va fabriquer une string. Et en gros, on fait un enumerati.map, ça veut dire qu'on transforme toutes les données qui arrivent, chaque donnée, dès qu'elle arrive, on la transforme. Et on fait juste, comme ça, on fait un format et on passe le toString de data dans notre data de points solide ligne. Donc pas très compliqué. Et ensuite, si on veut utiliser cet enumerati au niveau de notre contrôleur, on a juste à rajouter l'appel through toEventSource. Donc toEventSource, c'est notre enumerati. Et donc là, on augmente notre pipeline d'iteraty pour transformer toutes les données qui viennent de l'énumérateur en suivant le format server-sent-event. Donc ensuite, on va essayer de voir ce qu'on pourrait faire. On va essayer de faire quelque chose de fonctionnellement un peu plus malin. Donc on va faire un petit peu de place. Et puis on va se dire, bon, c'est bien beau d'envoyer toutes les données comme ça au fur et à mesure, mais j'aimerais bien pouvoir, suivant le rôle de la personne qui est connectée, j'aimerais bien pouvoir montrer certaines données ou pas. Et bien, tout ce qu'on a à faire pour ça, c'est définir, là dans notre contrôleur, on va définir un nouvel enumerati qui lui va filtrer les données. En gros, on lui file un callback qui va dire si la donnée est affichable ou non. Et pour faire ça, en fait, on va juste vérifier si le rôle qui est passé en paramètre de notre contrôleur, si c'est admin, dans ce cas-là, on renvoie toutes les données. Et si c'est pas admin, on va renvoyer que les données qui sont publiques. Et pour pouvoir utiliser ça dans notre flux server-sent-event, tout ce qu'on a à faire, c'est rajouter encore une étape au pipeline. On rajoute un through role filter. Et voilà, on a notre application qui, suivant le rôle avec lequel vous vous connectez au server-sent-event, va en renvoyer certaines données ou non par rapport à votre niveau d'accréditation, on va dire. Donc voilà, j'ai perdu personne là pour le moment. Si vous avez des questions en cours de route, surtout, vous n'hésitez pas. Hein, je suis là pour ça. Donc voilà. Et puis, en imaginant qu'il y a une API Java un jour qui arrive, voilà un petit peu à quoi ça pourrait ressembler. Donc j'utilise là la syntaxe lambda Java 8, donc avec la petite flèche. Donc si on regarde, c'est pas si différent que ça finalement, ça se ressemble pas mal. Non? Vous n'êtes pas du même avis que moi?
ouais, je trouve que ça ressemble pas mal finalement. Enfin, quand on aura JavaVite, je pense que ça va être quelque chose d'assez naturel de faire des choses comme ça. Donc voilà. Donc il n'y a aucune raison que vous ne mettiez pas Scala pour faire des itératives avec Play 2. Donc maintenant, on va passer aux démos. Donc je vais vous montrer en gros l'idée, moi, quand Play 2 est sorti, je me suis dit, bon, c'est bien beau cette API de temps réel, mais j'aimerais bien voir un peu ce que ça a dans le ventre. Donc j'ai codé 2 petits projets assez rapidement, juste pour voir ce qu'il était possible de faire. Donc le premier, je l'ai appelé Play Roulette. Donc je pense que ça vous dit déjà quelque chose. Mais en gros, j'ai recodé un chat roulette, mais avec Play. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que alors je ne sais pas si c'est HTML5 qui définit ça, ou si c'est juste une feature de Chrome et de Firefox. Mais en fait, dans les dernières versions de Chrome et Firefox, on peut capter la webcam de l'ordi et l'afficher dans une balise vidéo du site. Donc l'idée, c'est qu'on va utiliser les WebSockets définis dans HTML5 pour en fait qu'un utilisateur qui est connecté au site envoie des tableaux de bytes en fait qui représentent l'image qui vient de la webcam au serveur Play, qui lui redirigera ce tableau de bytes vers un autre utilisateur, et cet utilisateur fera la même chose pour nous pour qu'on ait un équivalent d'un chat roulette avec Play Framework. Donc on va voir si la démo fonctionne. Normalement ça ne fonctionne pas, c'est toujours comme ça que ça marche. Donc je lance mon serveur Play, je me connecte. Donc là Chrome me dit, est-ce que tu as envie d'utiliser ta webcam? Donc je dis oui. Quand ça a envie. Donc là on me voit et quelqu'un doit se connecter. Donc voilà, on a notre truc. Et donc si 2 gens se connectaient, on peut switcher de partenaire au fur et à mesure. Donc là, vu qu'il n'y a qu'une seule personne, ça marche pas beaucoup. Mais donc en fait là, on a vraiment un truc. Je vais vous montrer comment c'est codé. C'est super simple. Et j'ai fait ça vraiment en 2 heures avec Play 2 et en utilisant les itératives. Donc comment est-ce que j'ai fait ça? Donc on va couper. Donc fonctionnellement, il y a vraiment deux trucs super importants. Donc la première, c'est le contrôleur qui me permet de connecter la WebSocket à un utilisateur. Donc pour faire une WebSocket en Play 2, on fait juste un truc comme ça. On définit une WebSocket qui va consommer consommer et envoyer des tableaux de bytes. Donc une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Je recherche si l'utilisateur connecté est toujours connecté, et si oui, je vais renvoyer en fait une WebSocket, ça a un besoin d'un flux en entrée et d'un flux en sortie. Donc on formalise ça sous forme d'un tuple, donc c'est une structure qui contient deux données. Et donc on va renvoyer chaque utilisateur à un iterative qui va consommer la webcam qui provient de l'utilisateur distant. Et chaque utilisateur a un énumérateur qui va broadcaster sa webcam à l'utilisateur distant. Et si bien sûr je ne trouve pas l'utilisateur, s'il s'est déconnecté, je renvoie en phase d'attente, je renvoie un itératif qui ignore tous les messages qu'on lui envoie et un énumérateur qui balance juste un message pour dire qu'il n'a rien à envoyer. Donc ça, c'est la première méthode. Donc le code n'est pas exhaustif, j'ai enlevé tout le côté un peu fonctionnel pour gérer les cas en erreur, etc. Mais le gros du problème, c'est ça. Et ensuite, la deuxième chose importante, c'est la classe user. Donc les users que j'allais chercher en haut, là, j'ai une map de user. Donc la classe user, elle a bien donc un consommateur, donc ça représente l'utilisateur distant. Elle a donc un énumérateur, donc c'est un énumérateur dans lequel on va pouvoir pousser des tableaux de bytes. Et ensuite, elle a l'itérative qui, pour chaque tableau de bytes qu'il reçoit depuis l'utilisateur distant, va envoyer au consommateur une frame, donc un message qui va contenir un tableau de bytes. Donc là, c'est le user distant. Je fais output cam énumérateur push frame et je lui envoie l'image de ma webcam pour qu'il la reçoive. Et une fois que l'utilisateur se déconnecte, j'enlève l'utilisateur courant de ma collection. Donc voilà, pas très compliqué. Et franchement, j'ai vraiment codé ça en 2 heures
Et pour faire un truc assez sympa quand même, enfin je trouve que ça rend pas mal, c'est quelque chose qui n'est pas forcément trivial avec d'autres technologies. Ensuite, le deuxième projet que j'ai, donc je l'ai appelé Spaceships. Donc en gros l'idée c'est de reprendre un des tout premiers jeux vidéo qui a existé, qui s'appelait Space War à l'époque. Donc l'idée c'était d'avoir des petits vaisseaux spatiaux qui se font la guerre, donc on peut tirer pour détruire des petits vaisseaux spatiaux. Sauf que moi je l'ai un petit peu tweaké. Donc l'idée là c'est d'avoir en fait un plateau de jeu qui est dans mon navigateur, donc c'est ce qui est tout en haut. Et d'avoir ensuite, c'est un jeu multijoueur, donc avoir plein de joueurs qui se connectent avec des appareils mobiles, et chaque appareil mobile devient une manette. Donc ces manettes sont connectées avec une WebSocket au serveur de jeu. Et chaque manette va envoyer des objets JSON qui représentent j'ai bougé à droite, j'ai bougé à gauche, j'accélère, je tire, etc. Et ensuite, on a un moteur de jeu qui est codé en AK. Donc AK, si vous ne connaissez pas, c'est un framework d'acteurs qui permet d'envoyer des messages entre des threads assez simplement. Et donc ce moteur de jeu recalcule les positions des vaisseaux, tout ça. Et ensuite, on pousse ces données-là vers le tableau de jeu pour updater la position des vaisseaux. Donc on va voir la démo. Donc je lance mon serveur. Donc là j'ai ma petite tablette. Alors je ne sais pas si le caméraman va pouvoir zoomer. Apparemment c'est pas forcément gagné. Donc je me connecte. J'ai une petite interface pour me connecter. Je rentre mon pseudo. Et voilà, donc je suis connecté. Donc là, si on peut voir, non, on va pas pouvoir voir en fait. Donc bref, j'ai une sorte de télécommande, et donc je vais pouvoir en fait faire bouger mon vaisseau comme ça, et puis tirer des balles, etc. Donc voilà, on a un truc assez réactif, enfin je trouve, et donc qui est fait entièrement avec les iterative play. Donc pour la partie technique côté client, c'est du Canvas et des WebSockets. Enfin là, c'est des serveurs SNT20 de ce côté-là et des WebSockets de ce côté-là, et c'est juste du Canvas après qui me permet de dessiner les vaisseaux spatiaux, les balles, etc. Donc voilà pour la démo de Spaceships. Donc comment je suis arrivé à ce résultat-là? Là encore, c'était finalement assez simple. J'ai vraiment deux blocs de code assez importants. Donc le premier bloc de code, c'est comment je vais connecter mon appareil mobile à mon serveur. Donc là encore, j'utilise les WebSockets. Donc les WebSockets, je récupère l'énumérateur de l'utilisateur qui est connecté, je récupère son acteur. Donc l'acteur, je vous ai dit, c'est ce qui va représenter en fait l'état du vaisseau spatial. Donc c'est sa position, la vitesse à laquelle il va, combien il lui reste de balles, etc. Et donc ensuite, quand je vais définir l'iterative qui va consommer ce que la tablette envoie comme données, ce que je vais faire, c'est que je vais consommer des morceaux de JSON, donc des JSObjects. Et ce que je vais faire, je vais regarder ces JSObjects, ils me renvoient une information qui est action. Et donc suivant quelle est cette action, donc si c'est je bouge, donc moving, je vais envoyer à mon acteur un message de type move pour lui dire tu bouges à la position X, Y. Et par contre, si c'est un fire, donc quand j'appuie sur la zone de feu sur ma tablette, je vais envoyer à mon acteur le fait que je tire un missile. Et donc l'acteur va faire tout ce qu'il a besoin de faire, il va décrémenter son compteur de munitions et il va prévenir le jeu qu'il y a un missile qui est parti. Et côté acteur, donc ce qui représente le joueur, donc on a bien le vaisseau spatial qui est là-haut. Et ensuite, suivant ce qu'on reçoit, donc un message de type move ou un message de type shoot, on va updater le tableau de jeu, donc via un serveur SNT20. Et pour faire ça, on a un énumérateur général dans lequel on va pousser un bout de JSON pour dire, voilà, le vaisseau qui s'appelle comme ça, il a tel angle d'inclinaison, il a telle vitesse et il est à telle position. Et il y a la même chose pour les missiles. Donc c'est assez simple à réaliser comme petit exercice, et on voit que finalement ça va pas trop mal.
Donc juste en conclusion là, de la présentation, je pense qu'on voit qu'avec des frameworks comme ça, on peut commencer vraiment à penser temps réel dans nos applications. Il y a pas mal de choses qu'on fait, qu'on pourrait faire, je pense, beaucoup mieux, de manière beaucoup plus sympa pour l'utilisateur en utilisant le temps réel. Et alors bien sûr, faut pas en mettre partout. Si ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Ça sert à rien de mettre du temps réel pour afficher un tableau ou enfin un truc qui sert à rien. Mais là où ça a du sens de mettre du temps réel, on voit bien, enfin moi ce que je vous dis, c'est que Play peut vraiment vous aider à faire ce genre de choses. Je suis sûr qu'après il y a beaucoup d'autres frameworks qui permettent de faire la même chose. Moi mon expérience m'a montré que sous Play c'était assez simple et assez puissant de faire du temps réel. Et donc je pense que les possibilités sont assez énormes. Donc maintenant, on va s'amuser un peu. Donc pour tous ceux qui ont un terminal mobile, alors soit iOS, soit un truc Android, mais avec Chrome si possible, vous allez pouvoir vous connecter à un réseau Wi-Fi qui s'appelle SpaceWar. Et sur ce réseau Wi-Fi, vous allez pouvoir aller, je vous le note comme ça, l'adresse IP c'est 10.0.2.9000/m. Et donc là, ça vous donne un petit formulaire pour vous connecter au jeu. Et donc, vous allez pouvoir jouer ensemble. Donc c'est limité à 20 joueurs à la fois, et dès qu'il y en a un qui meurt, il y a le prochain dans la file d'attente qui peut se connecter. Donc je relance le serveur et vous allez pouvoir commencer à vous connecter. Donc c'est 10.0.0.2.9000/m. Bon, est-ce qu'il y a des joueurs? Yes. Donc en gros, vous bougez avec le pouce gauche, vous bougez, et avec le pouce droit, vous tirez. Ah, ça lag. Ah, il y a un petit souci, j'ai l'impression. Vous pouvez vous reconnecter si vous voulez. Je pense qu'il y a eu un... Bon, je pense que j'ai des petits problèmes de réseau. Ouais, j'ai des petits problèmes de réseau. Bref. Donc voilà, de toute façon, il ne me reste plus beaucoup de temps. Donc voilà, c'était donc le code source des applications est dispo sur GitHub. Donc vous allez sur mon GitHub, c'est Mathieu Ancelin, et puis il y a le projet Spaceship et le projet Playroulette. Donc si vous voulez un petit peu regarder comment ça fonctionne, et si vous voulez vous amuser avec vos amis, avec des petits vaisseaux spatiaux chez vous, il n'y a pas de problème. Voilà. Et j'ai 3 minutes pour des questions si ça vous tente. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de questions. Comment? Je peux relancer le jeu. Voilà, si vous voulez... Wow. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai vu des vaisseaux passer à... Je suis pas certain que ce soit super compréhensible quand même de loin, mais... Normalement, il peut y avoir un gagnant. Hein. Non, le dernier qui reste, c'est le gagnant, donc allez-y. Hein. Juste une petite question en fait. Ouais.
Mais du coup, on peut utiliser les itératifs pour faire des applications qui ne soient pas, qui soient pas forcément web. Oui. Comment dire, la bibliothèque, elle est complètement décorrélée de Play. Donc par contre, c'est une bibliothèque Scala, donc il faut que ce soit dans une appli Scala. Et tu peux utiliser les itératifs dans n'importe quel projet Scala pour faire ce dont tu as envie. Okay. Donc normalement, à une époque, on ne pouvait pas, et ils ont bien séparé les choses. Donc bon, on peut penser pour des calculs qui sont énormes ou des opérations dont je dois besoin de voir le résultat en temps réel. Je peux embarquer la librairie sur un projet Scala. Ok, merci. Allez, il y en a peut-être un qui va gagner là. Ah non. Vous n'êtes pas très fort quand même. Bon, je crois que de toute façon, j'ai plus de temps, donc tant pis, il n'y aura pas de gagnant. Désolé.